Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. À l'entame de cette tranche d'information, sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame Hinda Déby Itno ont regagné N'Djamena ce midi. Ils rentrent de New York aux États-Unis d'Amérique. Le couple présidentiel est accueilli au bas de la passerelle par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Delwaka Siri Koumakoy, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimidebe, quelques membres du gouvernement, du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. À New York, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pris part aux assises de la 74e Assemblée générale des Nations unies. Il a également participé à des réunions de haut niveau avant d'avoir des rencontres bilatérales. De son côté, la première dame du Tchad et présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, a participé aux travaux de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAT et à quelques panels. À New York, aux États-Unis, le chef de l'État a fait une déclaration à la tribune des Nations Unies lors de la 74e, je le disais, Assemblée générale. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a évoqué plusieurs questions d'actualité, parmi lesquelles la question de la réduction de la pauvreté. Le décryptage avec Gassissou Sakanga. Le thème retenu pour la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies, du moins un de ces éléments, est dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté. Pour le chef de l'État, cela vient évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de quelques-uns des engagements du Tchad pris dans le cadre de l'agenda 2030. À sa juste évocation, ce thème souligne à la fois la faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux partagés et l'urgence d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale afin de réaliser conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 les objectifs majeurs du développement durable où se trouve en bonne place l'éradication de l'extrême pauvreté. Pour le président de la République, Idriss Déby Itno, la ferveur ayant prévalu au moment de l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015 n'a pas été suivie de résultats probants par rapport aux engagements pris. Pourtant, le dit agenda a été un document consensuel. Faute d'une action vigoureuse et des ressources prévues non mobilisées, déplore le chef de l'État, ce rêve de bâtir un monde stable et paisible est en train de céder le pas à l'angoisse et à l'incertitude. Car la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et des conflits, des migrations et du dérèglement climatique. Placé en première place des 17 objectifs du développement durable, le président de la République propose que cette lutte contre la pauvreté passe par le respect des engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 et c'est là en termes d'actions concrètes à poser car les ressources à mobiliser à cet effet sont bien à la portée de la communauté internationale pourvu qu'elle fasse preuve de volonté et de détermination. Malheureusement, déplore le chef de l'État, 4 ans après l'adoption de l'agenda 2030, les résultats attendus sont loin d'être au rendez-vous. Cette situation a poussé le président de la République, Idriss Déby Itno, dans son adresse à la tribune des Nations Unies, à s'interroger. Comment peut-on prétendre combattre la pauvreté si les engagements pris à cet effet dans le cadre du plan d'action d'Addis Abeba ne dépassent jamais le stade des promesses? C'est ainsi que le chef de l'État, du haut de la tribune des Nations Unies, a fait des propositions concrètes et urgentes, notamment l'industrialisation qui est indispensable à la transformation des immenses ressources naturelles sur place, la diversification de l'économie, la lutte contre les flux illicites des capitaux drainant d'importantes ressources hors des pays africains, l'accès au marché, la mise en place des fonds d'innovation pour supporter la phase de développement et de commercialisation de la technologie et la réforme des institutions financières internationales pour prendre en compte la participation effective des pays africains dans la prise de décisions les concernant. Toujours à New York, aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État Idriss Déby Itno a pris part aux travaux de la rencontre de haut niveau sur le financement du développement durable. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention à cette occasion. Lors de l'estimation des Nations Unies, la réalisation des ODD à l'horizon 2030 nécessite des investissements de 5 000 à 7 000 milliards de dollars par an. Il est évident que les décalage entre le financement nécessaire à mobiliser l'étendue des besoins pressants à satisfaire en matière de développement durable, surtout en Afrique. À cet égard, il est plus urgent de nous mobiliser pour tenir les engagements pris dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba,
cette perspective, était souligné avec l'urgente nécessité que les pays développés respectent les engagements pris dans le cadre du programme d'action d'habitat durable, et d'autre part que les pays en développement, avec l'appui technique de tous les partenaires, accélèrent les réformes fiscales requises pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, avec un accent particulier sur l'utilisation efficace des ressources en marché, tout en appelant l'importance capitale des efforts supplémentaires à fournir pour développer les modes de financement innovants et mobiliser des investissements privés. Il a lieu de mettre un accent particulier sur la prise en compte des préoccupations majeures des pays en développement, aussi bien dans le programme d'action d'Addis Abeba. Il s'agit entre autres de l'industrialisation indispensable à la transformation de nos immenses ressources naturelles sur place, la diversification de nos économies, la lutte contre le flux illicite des capitaux, drainant d'importantes ressources hors de nos pays, l'accès au marché, la mise en place d'efforts d'innovation pour supporter la part du développement et de commercialisation de la technologie et la réforme des institutions financières internationales pour prendre en compte la participation effective des pays africains dans la prise de décision du conséquent. Il permet à cet égard de saluer la stratégie de soutien au financement des ODD lancée par le secrétaire général consistant à aligner les politiques économiques dans les systèmes financiers mondiaux avec l'agenda 2030. Il est également indispensable de développer de nouvelles sources de financement des ODD en exploitant vraiment le potentiel des innovations financières et de nouvelles technologies de l'information pour faciliter l'accès équitable à des ressources privées et publiques au profit des couches de pilotage. Dans le dossier, au cadre du financement des ODD passe par celui de forts économiques issus de la vision 2030. Le cadre que nous prenons pour le plan national de développement prévu de 2017-2021. Les besoins du financement du programme d'action prioritaire du PAF de ce PND sont évalués à 5 000 milliards de francs CFA. Donc 11% sur le ressources propres de l'État et 22% sur le financement extérieur de l'État. La réduction de impact pour l'entrée budgétaire 3 000 milliards de 710 francs CFA, soit 67% du coût global du PAF. Il convient de préciser que la stratégie de financement CECAP s'articule autour des actions suivantes. Accentuer l'effort de mobilisation des fonds auprès des bailleurs administrateurs bilatéraux, rechercher des prêts ordonnants concessionnaires, développer la proportion du marché intérieur des titres publics, poursuivre les négociations avec les partenaires bilatéraux non membres du club d'épargne, poursuivre la bonne exécution du service de la dette afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de dette, élaborer une stratégie de la dette à moyen terme qui vise une structure appropriée du portefeuille de la dette, mettant un accent sur sa viabilité. Les réformes engagées à travers la mise en œuvre du plan d'action pour la modernisation des finances publiques, pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures et une sécurisation des recettes publiques, d'une part, et les différentes mesures prises pour parvenir à prévenir un endettement insoutenable d'autre part, nous ont permis d'atteindre des résultats fort encourageants en matière d'endettement public, pour en témoigne nos responsabilités en termes de convergence de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et CEMAC relatif au ratio d'endettement. Mesdames et messieurs, pour conclure, je dois noter que la feuille de route à l'horizon 2030 dont nous sommes imposés
forte, la pauvreté, les inégalités pour le changement climatique est bien ambitieux. Les fonds nécessaires à cette échelle sont malheureusement insuffisants. Il est extrêmement important de développer une stratégie plus efficace de mobilisation des ressources et de disposer de statistiques fiables pour mesurer étape par étape la part des financements nécessaires pour réaliser les activités ainsi que l'impact réel des ressources injectées. Il est évident que sans une maîtrise de ces paramètres, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de parvenir au financement des ODD tel qu'envisagé dans notre feuille. Je vous remercie de votre attention. Le président de la République, Idrissa Déby Itno, a également accordé une audience à Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU. Plusieurs questions ont été abordées. On en sait plus avec Ibrahim Adamamat. À New York, l'agenda du chef de l'État est géré au millimètre près. Très chargé, le président de la République, Idriss Déby Itno, était très sollicité. À quelques minutes de son départ de New York, c'est 26 septembre, il a reçu à son hôtel le secrétaire général adjoint de l'ONU, Philippe Douste-Blazy. L'entretien a porté sur des sujets variés d'actualité, mais aussi les relations entre les Nations Unies et le Tchad. Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, et l'ambassadeur représentant permanent du Tchad à l'ONU, Mustafa Ali Alifei, assisté à l'audience. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a sollicité cette rencontre pour échanger avec le président de la République sur des sujets brûlants de l'air comme la lutte contre le terrorisme, le changement climatique et la coopération dynamique entre les Nations Unies et le Tchad. Nous avons beaucoup parlé de l'Afrique pendant cette Assemblée générale. Nous avons aussi beaucoup parlé du développement. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, des maladies chroniques, et je sais que le président Déby est extrêmement intéressé par ces sujets. Donc c'était tout naturel qu'à la fin de l'Assemblée générale des Nations Unies, avant qu'il ne reprenne l'avion pour repartir, je m'entretienne avec lui. Philippe Douste-Blazy est reparti avec l'assurance de l'engagement du chef de l'État pour relever ensemble avec l'ONU les défis évoqués au cours de cet entretien. Et puis la première dame Hinda Déby Itno, lors de son séjour à New York, a reçu tour à tour la musicienne et réalisatrice tchadienne Yasmine Abdallah, qui a remporté le prix spécial à The World d'Elali, et Eve Kassiri, une compatriote tchadienne victime d'une agression à l'acide par son mari. La première dame a félicité l'une et témoigné son soutien à l'autre. Ibrahim Adam Mahamat, une fois de plus. Réalisatrice, musicienne, cinéaste, Yasmine Abdallah porte toutes ses casquettes. Dans ses films ou ses chansons, elle a toujours mis en relief la femme, mais surtout les valeurs qu'elle incarne pour le vivre ensemble. Retenue parmi les Awards d'Elali organisés cette année à New York, le 20 septembre dernier, la Tchadienne a gagné le prix spécial. C'est ces prix qui symbolisent le combat qu'elle mène pour la femme tchadienne à travers ses chansons et films que Yasmine Abdallah est venue présenter à la première dame Hinda Déby Itno, présentée également par cet heureux hasard du calendrier à New York. En la recevant, la première dame a voulu lui témoigner son soutien et surtout l'encourager dans son travail. L'artiste a reçu de la première dame beaucoup de conseils. Cet échange qui s'est déroulé à l'hôtel Langham sur la 5e avenue de New York à Manhattan restera certainement bien gravé dans la mémoire de la star montante de la musique tchadienne, mais aussi de la réalisatrice et actrice. Elle nous explique ici ce que ce prix représente pour elle. C'est un prix spécial que l'organisation de Delali Award a donné au Tchad, surtout sur notre lutte pour la scolarisation de jeunes filles au Tchad et pour le vivre ensemble. C'était ça leur concept. Ils ont primé le Tchad parce que ça fait des années que nous sommes en train de lutter jour et nuit pour que toutes ces filles partent à l'école. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit un livre et ils nous ont donné une attestation plus ce prix. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu de Damena jusqu'à ici, surtout les femmes de Konaf. Je leur dis une fois de plus merci et que la lutte continue.
je suis trop émue. La première dame m'avait reçue, elle m'a prodigé beaucoup de conseils, surtout concernant mon travail. Et puis, je prie Dieu pour qu'on puisse la protéger. Et nous allons continuer de lutter toujours ensemble avec elle, surtout sur le vivre ensemble, la scolarisation de jeunes filles et beaucoup de choses qui se passent vraiment au Tchad. La seconde audience, la première dame l'a consacrée à Eve Kassiri, cette Tchadienne victime d'une ignominie sans égale de la part de son mari, un certain Sikumbuzo Rundla, zimbabwéen de nationalité. La première dame Inde de Bitno, en séjour à New York, a tenu absolument à rencontrer sa compatriote qui, dit-elle, est revenue de loin. Pendant l'entretien, l'émotion qui étreint la première dame est perceptible, mais aussi sa colère contre cet acte bestial posé par un homme contre la mère de ses propres enfants. Comment a-t-il pu, comment quelqu'un qui a un soupçon d'humanisme et un cœur pourra faire cela? S'est interrogée la première dame. Solidaire de sa compatriote, Inde de Bitno a dit plus jamais cela n'arrivera à une autre Tchadienne et veut que justice soit rendue à Eve Kassiri. Émue, elle s'est dit très reconnaissante à la première dame qui, malgré son agenda serré, a pu lui trouver un créneau pour la recevoir. Je la remercie d'abord pour m'avoir honoré en me recevant. Elle a promis qu'elle va se battre contre la violence faite aux femmes. Elle a promis qu'elle va m'aider en ce qui concerne les enfants et que c'est un geste ignoble qui ne devait pas arriver à une autre femme et qu'elle tient à ce que une autre femme ne soit pas victime et c'est monsieur et qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider dans ce sens et que Dieu nous aide aussi et que Dieu aide aussi la première dame à réussir. Le fait de cette agression contre Eve Kassiri remonte en avril 2017. Dans la soirée du 24 au 25 avril, elle a été attaquée à son domicile par des hommes en complicité avec son chauffeur, torturé puis aspergé d'acide, où elle a été complètement défigurée. Elle vit aux États-Unis depuis 2017 où elle a été prise en charge. Son mari, le présumé coupable, court toujours. Depuis, elle est restée sans nouvelles de ses enfants, mais garde la foi. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen, a signé ce jeudi matin au siège des Nations Unies deux traités dans le domaine du transport ferroviaire international et des médiations internationales dans le cadre des litiges commerciaux. Le chef de la diplomatie tchadienne a également accordé une audience au ministre norvégien du développement international. On fait le point avec Gapi Limissé. À l'accoutumée, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, les États sont invités à signer un certain nombre de textes qui marquent leur engagement pour une cause commune. Ce fut le cas ce jeudi midi au siège des Nations Unies dans un endroit aménagé pour la circonstance. Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen, a signé au nom du gouvernement tchadien deux traités. Le premier est une convention relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagagistes et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international. Cette convention a pour objectif d'offrir aux voyageurs un service sûr, confortable et de grande qualité. Le second traité porte sur les accords de règlement internationaux aux issues de la médiation, un instrument important pour le commerce international avec ses modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux, des modes de recherche des solutions et de résolution de conflits à l'amiable ne passant pas par le système judiciaire. Après cette cérémonie de signature des traités, le chef de la diplomatie tchadienne a accordé une audience à Dag Inge Osten, ministre norvégien du développement international. Il s'est agi au cours de cette rencontre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Norvège et le Tchad. Le Conseil national du patronat tchadien a fait sa rentrée économique hier jeudi dans un hôtel de la place. Plusieurs membres du gouvernement et des chefs d'entreprise officiants au Tchad y ont pris par une occasion pour le patronat d'exprimer sa vision sur le développement de l'économie tchadienne. Reportage signé Naïm Ahmad Baba. Cette rencontre qui a réuni la crème des patrons d'entreprise marque la rentrée économique du patronat tchadien. La rentrée s'est faite en présence de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des opérateurs économiques. C'est une occasion offerte à ces derniers
pour examiner les défis économiques qui se posent à eux, afin de tenter par la même occasion d'explorer les pistes de solutions à leur résolution. C'est pour cette raison que le président du patronat tchadien, Bichara Adoudoua, situe que cette rentrée est une opportunité pour son organisation d'exprimer sa vision sur le développement de l'économie tchadienne dans l'optique de donner des orientations sur les perspectives pour redynamiser le secteur des entreprises au Tchad. Et à ce titre, plusieurs axes sont définis pour être exécutés au cours de sa mandature. Pour cette nouvelle mandature, le bureau s'assigne comme mission principale d'œuvrer à la survie des entreprises à travers l'émergence d'un environnement juridique et institutionnel favorable à la sauvegarde des entreprises. À travers cet engagement, nous avons la conviction que seules des entreprises fortes et compétitives peuvent garantir au pays une croissance économique durable et décente pour les Tchadiens. Le CNPT doit être perçu comme une organisation qui pose sans ambiguïté les vrais problèmes du secteur privé formel et propose des solutions concrètes pour y remédier afin de contribuer au développement économique du Tchad. La rentrée économique du patronat tchadien a également été une occasion pour les acteurs du secteur privé de faire des recommandations. Il s'agit de l'ordre des comptables du Tchad, du secteur industriel, du secteur pétrolier et celui bancaire. Représentant le président de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimidebe estime que les entreprises privées, comme les autres secteurs de la vie publique, ressentent depuis quelques années durement les effets de la crise financière auquel le pays fait face. Suivez. Vous conviendrez avec moi que notre économie porte encore les séquelles de la crise financière mondiale qui n'a pas épargné le Tchad. Cette crise pénalisante, accentuée par les effets pervers des aléas de la nature durement observés à travers le monde, notamment dans les volets climatiques et démographiques, a considérablement réduit les capacités d'intervention de l'État sur diverses activités touchant la vie nationale. En tant qu'opérateur économique, vous avez ressenti les effets de la crise dans vos activités quotidiennes. Le secteur privé, cette réelle locomotive pour la croissance économique et la promotion de l'emploi, a subi fortement les conséquences de la baisse drastique de nos ressources publiques. Le chapelet de doléances que vous venez d'énumérer, assorti des propositions de pistes de solutions idoines à réaliser, constitue une réalité. Le gouvernement en prend acte. À cet égard, il convient aussi de souligner ici que la crise économique que notre pays continue de traverser n'est pas une fatalité. Elle a de nombreuses dimensions. Elle touche tous les secteurs, en particulier nos concitoyens et les entreprises. Sa complexité impacte nos marges de manœuvre budgétaires et financières. Le défi sécuritaire auquel nous faisons face dans la sous-région depuis quelques années participe pour beaucoup dans cette situation de crise que nous vivons. Mais relevons que nous ne reculons plus. Les efforts de redressement ne resteront pas vains. Ils portent déjà leurs fruits, aussi minimes soient-ils. Les grands équilibres macroéconomiques se rétablissent et, de notre point de vue, c'est là une base essentielle pour renouveler la confiance des acteurs économiques et sociaux. Nos partenaires extérieurs, que je vais saluer ici, continuent à nous encourager, à nous conseiller
et à nous assurer de leur soutien budgétaire, même si leurs concours ne sont pas à nos yeux suffisants eu égard aux énormes besoins de financement pour transformer notre économie et répondre aux aspirations de nos populations. Pour le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, le président de la République, Idriss Déby Itno, soucieux de la relance économique du pays, a mis en place le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad, une instance dans laquelle gouvernement et opérateurs économiques siégeront. Un extrait de ses propos. Malgré la persistance de la crise, le gouvernement a toujours bénéficié du concours et du soutien des opérateurs économiques en vue d'y apporter des solutions concrètes sur les fondamentaux d'intérêt nationaux, à savoir le traitement, voire l'apurement de la dette intérieure inhérente à une véritable relance économique, l'éradication de la contrebande et la concurrence déloyale. J'ai oublié de parler des délits de solvabilité. Somme toute réel handicap à toute forme d'industrialisation. L'adéquation entre l'éducation, la formation et l'emploi pour laquelle l'implication de l'entreprise est primordiale. C'est aussi à juste titre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a mis sur pied le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad. Les représentants des différents secteurs économiques et commerciaux y siégeront avec les membres du gouvernement ayant une relation directe avec ces secteurs. C'est avec le même élan patriotique que le chef de l'État, garant des institutions de la République, attache du prix à la promotion d'une croissance économique plus forte, durable et inclusive. Pour ce faire, l'État va s'investir à travers une synergie d'action pour jouer son rôle de facilitateur, de régulateur et d'investisseur stratégique. Le gouvernement doit rendre le secteur privé plus dynamique dans son rôle de créateur de richesses et d'emplois, œuvrer au renforcement de la diversification économique et à la transformation productive de l'économie dans une dynamique d'approfondissement de l'intégration sous-régionale. La priorité sera donnée à la production pour booster les activités économiques. Sachez également que le ministre délégué à la présidence de la République, la charge nationale, se trouve à Sarre, dans le chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Le ministre est allé rencontrer les différentes sensibilités. La sécurité et le vivre ensemble sont au centre des échanges. Un reportage signé Amana Issakazina. Les mots sont bien choisis pour faire passer son message. En face des responsables militaires de la province du Moyen-Chari, Mohamed Abbali Salah voudrait mettre les choses au clair sur les malheureux événements survenus à Sandana dans le Barko, causant la mort de 11 personnes. Dans un ton sec, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a appelé le chat par son nom. Pour lui, les responsables en charge de la sécurité ont tout simplement failli. Je n'arrive pas à comprendre que des civils puissent se massacrer juste à un jet de pierre de vous, alors que vous disposez des moyens nécessaires pour éviter une telle tuerie, devait-il déplorer. Selon le ministre, les mesures sécuritaires telles que le désarmement des personnes civiles doivent être appliquées sur l'ensemble du territoire et non se limiter dans les provinces concernées par l'état d'urgence. À en croire le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, il existe une complicité réelle favorisant la libre circulation des armes de guerre des mains des civils. Si tel en est le cas, poursuit le ministre, les enquêtes seront diligentées et les brebis galeuses seront démasquées et punies conformément aux textes en vigueur.
avec les responsables administratifs, leaders politiques et religieux, ainsi que les chefs traditionnels. Le ministre a transmis le même message de sincérité. Tout en condamnant les actes lâches et barbares commis par les fauteurs de troubles, le ministre Abbali renseigne qu'un comité de désarmement sera mis en place dans un bref délai afin de procéder au désarmement des civils et aussi de mieux sécuriser la frontière Tchad-RCA à travers laquelle circulent ces armes. Et pour que ce comité enregistre des bons résultats, il invite les différents acteurs à s'impliquer personnellement à travers une synergie d'action. Le député du Moyen Chari, Roma Domgar Félix Nialbe, et le chef du canton de Sar, Mohamed Moussa Bezo, se sont relayés pour saluer la mesure du ministre visant à désarmer toute la population civile et se disent déterminés à accompagner cette initiative salvatrice qui, selon leurs propres termes, pourra sans nul doute instaurer un climat de paix dans le Moyen Chari. Lutte contre le terrorisme, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a fait un don de véhicules tout-terrain aux forces de défense et de sécurité, un don réceptionné au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'état-major des armées, Noubadoumbaï Talomadi. Pour rendre plus efficaces les forces de défense et de sécurité dans leur intervention, l'ambassade des États-Unis vole au secours du gouvernement en dotant les institutions de défense et de sécurité des moyens roulants. C'est le commandant du groupement spécial antiterroriste qui a planté le décor de la cérémonie. La force G5 Sahel, il faut le rappeler, est née de la volonté des chefs de l'État des 5 pays Sahel, à savoir le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad. Les objectifs est se fixer d'assurer la sécurité de nos États respectifs et œuvrer pour le développement de la sous-région. En soutenant le gouvernement tchadien, les États-Unis soutiennent également les États membres du G5 dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne. Il faut une synergie d'action pour barrer la route aux forces du mal qui endeuillent non seulement la population africaine du Sahel, mais qui constituent un obstacle pour le développement socio-économique de la sous-région. Et ce matériel, d'une valeur de plus de 15 millions de dollars, qui comprend notamment 40 camionnettes. Ici, c'est la deuxième tranche d'un ensemble de formations et d'équipements qui s'élèvera à plus de 28 millions de dollars pour le Tchad, y compris quelques 170 véhicules. Avec tout cela, le contingent tchadien du G5 Sahel sera pleinement formé et équipé pour sa mission de lutte contre le fléau terroriste et contre le trafic mafieux de tout genre, y compris la traite de personnes, le trafic de drogue et d'armes. Que des États indépendants choisissent librement de s'associer pour faire face à des défis communs. Les États membres du G5 Sahel ont fait ce choix. Et il mérite que la communauté internationale soutienne cet effort. C'est le chef d'état-major général qui a réceptionné les véhicules destinés aux forces de défense et de sécurité. Au nom du plus haut autorité de la République, je voudrais remercier les ambassades des États-Unis d'Amérique pour les aides multiformes au profit des forces armées et de sécurité du Tchad. Cette deuxième PAC de 60 véhicules tactiques qui nous réceptionnons aujourd'hui, destinés au bataillon tchadien, force conjointe G5, permettra d'être plus opérationnel. C'est par cette visite guidée que la cérémonie de remise des véhicules a pris fin dans les locaux du groupement spécial antiterroriste. Dans la province de Sila, sous état d'urgence, une importante quantité d'armes saisies des mains des civils a été présentée ce matin à la presse. Ben Arabi Abdelrazak nous en dit plus. 2 semaines après la prorogation de l'état d'urgence, 1041 armes, dont 12 bazookas, 6 RPK ou 09 et 19 G3, récupérées des mains des civils, ont été présentées aux autorités de la province. Selon le coordonnateur du comité chargé de suivi des activités de l'état d'urgence dans le Sila, le général Mohamed Souleyman, ces armes sont regroupées sans incident. Le rapporteur de la coordination, Oumarou Sanda Makaché, a loué les efforts fournis. Pour le gouverneur Kedela Younis Hamidi, le résultat est appréciable, mais à la hauteur des défis actuels, il en faut plus d'actions pour assainir complètement l'eau d'Arsila. Bravo, bravo
pour votre courage, pour votre compétence, pour votre détermination, pour votre sens élevé du devoir national. Je vous félicite également pour la bonne volonté et la détermination avec lesquelles vous avez accompli cette noble et exaltante mission que le chef de l'État vous a confiée. Je me réjouis et me félicite de ce que les opérations se sont déroulées dans le calme, dans la tranquillité, sans bavure ni exaction. Si hier je disais que la province est un volcan, je voudrais dire aujourd'hui que c'est une poudrière. Cette poudrière doit être détruite. Cette poudrière doit être totalement détruite pour que sur le centre de cette poudrière, on construise des écoles, des hôpitaux, afin que le silence retrouve sa place d'antan, à savoir une province paisible, une province légaliste à la population hospitalière. 5 officiers récemment distingués ont reçu leur grade de la main du général, coordonnateur de la commission mixte chargée des activités de l'état d'urgence dans le Sila. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar Garimadan, a présidé la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de la 7e promotion de master professionnel en génie mécanique et génie électronique et la 4e promotion de master recherche en sciences de l'ingénierie option électronique de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché. Les détails avec Falambi Souldan. 35 lauréats de la 7e promotion de master professionnel en génie mécanique et en génie électrique et 11 de la 4e promotion de master recherche en sciences de l'ingénieur option électronique de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché, baptisé Master ESSO, viennent de recevoir leur parchemin. Selon les professeurs Jean Champagne et Jean-Jacques Rousseau, respectivement président du jury de master professionnel en génie mécanique et président du jury en master de recherche, les lauréats de la promotion sortante vont rejoindre les 134 diplômés de 6 promotions précédentes. Ils ont saisi par ailleurs cette opportunité pour lancer un appel aux entreprises de sponsoriser la formation au niveau de l'INSTA. Le directeur général adjoint de l'INSTA, Dr Alaïsem Désiré, a rendu un hommage mérité à tous les partenaires qui ont accompagné son institution tout le long de la formation. La présidente, directrice générale d'ESSO Tchad, rassure que sa structure est disposée à accompagner l'INSTA dans cette noble mission. Notre objectif, à travers ce partenariat, est de contribuer au développement des filières scientifiques au Tchad en rendant accessibles des études techniques spécialisées et de niveau avancé. En représentant l'ambassadeur de France au Tchad, le conseiller d'action culturelle réitère l'engagement de son pays aux côtés du Tchad dans le cadre de la formation professionnelle. La France a placé au cœur de sa coopération avec les pays d'Afrique le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et nous pensons également, et les masters en sont un exemple, que les coopérations entre la France, les pays africains comme le Tchad, mais qui ont aussi des partenaires sur le continent, comme le Sénégal, je viens de l'apprendre, sont essentiels. Officiant à la rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation rappelle que le gouvernement fait de l'enseignement professionnel sa priorité. De telles initiatives de partenariat ont toujours été prônées et encouragées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers de nombreuses actions et réalisations en faveur de l'enseignement supérieur, notamment la création des universités, des instituts universitaires et des écoles normales, dans le souci de doter le pays en cadre nanti de compétences diversifiées. Pour matérialiser leurs promesses, les partenaires de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché ont signé une convention de financement de la 8e promotion. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage, le ministre de l'élevage et des productions animales a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Le Tchad, à l'instar de la communauté internationale,
célèbre le 28 septembre 2019 la journée mondiale contre la rage. Cette année, le thème retenu est la rage, vaccinée pour l'éliminer. La rage est une maladie mortelle qui affecte tous les mammifères, y compris l'homme. Elle est causée généralement par la morsure d'un animal infecté. Les animaux les plus susceptibles de transmettre cette maladie sont le chien, les chats et le chacal. Plus de 95% des cas de décès humains par la rage sont dus à la morsure des chiens enragés. Lorsque les symptômes de la rage apparaissent chez l'homme ou l'animal, la maladie est toujours mortelle. À ce stade, il n'existe aucun traitement. Au Tchad, la rage sévit de façon endémique, occasionnant ainsi chaque année la mort de nombreuses personnes et animaux suite à des morsures de chiens enragés. Ces pertes de vies humaines et animales peuvent être évitées si des mesures appropriées sont appliquées. Il s'agit notamment de la vaccination régulière des chiens et chats et des soins immédiats adaptés aux victimes de morsures avant l'apparition des symptômes. En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement du Tchad met l'accent sur 4 volets. Renforcer les capacités d'accès aux vaccins pour les personnes exposées. Promouvoir la facilitation aux soins appropriés aux personnes mordues. La prévention de la transmission de la rage de chiens et autres animaux de compagnie à l'homme par la vaccination massive et régulière de ces animaux. Renforcer la surveillance de la rage et la sensibilisation des populations. Et puis ce matin, la ministre du Commerce, du Développement industriel et de la promotion du secteur privé a fait une descente dans quelques marchés de la capitale. Ashta Dibouinasi est allé constater le prix des denrées alimentaires fixé par le gouvernement. On en sait plus avec Guillaume Dwengar. Quelques mois après le lancement du concept Juste Prix, l'heure est à l'évaluation. Dans nos différents marchés de la capitale, est-ce que les prix des denrées de première nécessité sont-ils à la portée des consommateurs? Assistons à une spéculation du prix. Dès lors, pour s'imprégner de la mise en œuvre du concept Juste Prix, la ministre du Commerce Ashta Dibouinasi s'est rendue au marché à Mille et celui de Dembé. Dans ces différents marchés, les prix fixés par le gouvernement sont respectés. Et c'est grâce à une vaste campagne de sensibilisation menée par la Commission. À la descente aujourd'hui, on a remarqué que les prix sont quand même relativement stables, hormis l'huile qui a pris juste un peu. Mais maintenant, comme on a fait quand même une descente un peu musclée, il va falloir envoyer pour connaître des éléments même. Mais je peux rassurer tout le monde que les prix ne doivent pas en principe monter. Après cette mission, la ministre Ashta Dibouinasi a prévu entamer les séances de communication avec les commerçants et les opérateurs économiques. L'insalubrité, nous sommes là avec les délégués du marché, les responsables de la municipalité. Et nous avons vu et nous allons nous concerter parce que le tout n'est pas de dénoncer, le tout n'est pas d'incriminer, mais de chercher ensemble des solutions. Et nous sommes tous responsables. Le département du commerce a l'obligation de trouver des solutions appropriées pour que les opérateurs économiques puissent avoir de meilleures conditions d'exercice. De manière à respecter les termes d'hygiène et le prix fixé par le gouvernement. 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Hier, la communauté chinoise résidant au Tchad a commémoré l'événement présidé par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin. Cette rencontre est rehaussée par la présence massive des invités de marque. Bariladji. De 1949 à 2019, la fondation de la République populaire de Chine vient de totaliser 70 ans. Au Tchad, la célébration du 70e anniversaire de la République populaire de Chine par la communauté chinoise résidant au Tchad est agrémentée par l'exécution des hymnes nationaux chinois et tchadiens.
Comme à l'accoutumée, ces festivités offrent l'occasion aux invités de marque au rang desquels les leaders religieux, les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités au Tchad et les représentants des grandes institutions de la République de se retrouver en toute. La présence du peuple tchadien aux côtés de la communauté chinoise résidant au Tchad traduit le raffermissement des relations de coopération entre le Tchad et la République sœur, la Chine. Dans la présentation générale de la Chine, faite par son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Tchad, Li Jingjin, cela transparaît nettement. Ce qui est plus important, c'est que nous avons mené une révolution sociale et politique en établissant les systèmes socialistes fondamentaux caractérisés d'une gouvernance par le peuple et pour le peuple. La jeune République a également mis en œuvre les systèmes éducatifs et sanitaires universels qui bénéficient à toute la population. Le principal défi des pays en développement est bien sûr lutter contre la pauvreté. À cet égard, la Chine est le pays le plus remarquable au monde. Ce pays, jadis plongé dans la pauvreté, est maintenant la deuxième économie du monde. S'agissant des raffermissements des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et le Tchad, l'ambassadeur extraordinaire situe qu'elle se consolide davantage et cela dans divers domaines. En mission dans la partie méridionale du pays, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, a tenu une rencontre avec les autorités locales du Logone occidental. La politique nationale genre était au centre des échanges. Abdelhadim Ahmad Saleh Babayaro. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale continue sa tournée dans la zone méridionale après le lancement de la campagne de vulgarisation et de la sensibilisation aux autorités administratives, civiles et les populations de la province de Moyen-Chari et le lancement de la campagne de lutte contre le mariage des enfants à Koumra dans les Mandoul. La ville de Mondou, chef-lieu de la province du Logone occidental, est aussi concernée par les campagnes de vulgarisation du document. Nous engageons solennellement ce jour à promouvoir et à vulgariser la politique nationale genre PNG au Tchad. Nous nous engageons à mobiliser l'ensemble des autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la province à adhérer à la cause de cette politique. Pour la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, l'élimination de toutes les formes de violence à l'endroit des femmes est devenue au cours de la dernière décennie une préoccupation majeure de toutes les sociétés. La politique nationale genre constitue un cadre de référence en faveur de la femme et de l'équité du genre. L'adoption de la petite politique traduit la prise de conscience et l'engagement de la plus haute autorité du pays, en premier rang, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, pour améliorer les conditions de vie de la population tchadienne selon des politiques et modalités susceptibles de promouvoir l'équité du genre. Au niveau national, certes, les statistiques montrent qu'on n'atteint pas les 30%, mais en 2010, on avait enregistré 18% des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont été battues, 12% ont été victimes de violences sexuelles, alors que toutes les femmes enquêtées ont rapporté avoir été psychologiquement affectées par l'une des formes de violence psychologique, soit 100%. Dr Arjun Jalal Khalil exhorte toutes les autorités administratives, les leaders religieux, les chefs traditionnels et les organisations de la société civile de s'impliquer davantage pour vulgariser cet outil de politique nationale dont la mise en œuvre serait bénéfique à toute la population tchadienne et surtout aux femmes et aux filles de la dite province.
L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad a remis des chèques de plus de 200 millions de francs CFA à 12 groupements de producteurs. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le premier conseiller de l'ambassade, Grant Philippe. Reportage Angalto Clock. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, de plus en plus près du monde rural et de la démocratie. La représentation américaine dans le pays vole au secours des groupements villageois en finançant leurs projets dits de développement du monde rural ainsi que de consolidation des acquis démocratiques. L'ambassade qui est entourant vers le sud, il nous a demandé de faire le papier et déposer. Si le projet est bon, ils vont prendre en compte et ils vont nous aider à agrandir le travail. D'un montant d'environ 218 millions de francs CFA, ces chèques appuient 12 projets, dont 2 en formation de personnel judiciaire et de renforcement de capacité des chefs traditionnels en matière de droit et de justice. Comme les éleveurs et agriculteurs qui expriment leur bonheur de voir leur production s'accroître, les groupements de formation, de leur côté, disent leur reconnaissance à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Nous remercions beaucoup l'ambassade des États-Unis parce que nous faisons déjà ce travail par avance, mais avec des moyens archaïques. Et donc, ce qu'on va recevoir, ça va nous permettre de faire harmoniser avec des moyens modernes. Le Tchad a amorcé sa politique de la démocratisation depuis 1990. Et les acteurs politiques se sont basés sur les chefs traditionnels et coutumières pour lancer ce processus. Et c'est dans ce cadre que nous avons sollicité l'aide de l'ambassade des États-Unis pour appuyer ses partenaires de l'État dans le rôle républicain. Ces appuis, selon l'ambassade américaine, s'inscrivent dans le cadre de 2 programmes. L'un régional qui finance des projets de démocratie en Afrique et l'autre pour l'autopromotion. Les projets financés ont été retenus sur un ensemble de 400 dossiers déposés. L'ambassade des États-Unis au Tchad a également remis ce matin un lot de guide national de prise en charge clinique et thérapeutique de l'infection par le VIH au personnel du programme sectoriel de lutte contre le sida. On en sait plus avec Christelle Garlemdana. Généralement exposés aux infections liées au VIH-Sida, les médecins, infirmiers et sages-femmes ont besoin d'une protection. Ainsi, pour répondre à cette attente que l'ambassade des États-Unis met à la disposition du personnel soignant des kits de prise en charge de l'infection VIH. C'est un important lot de guide national de prise en charge clinique et thérapeutique de l'infection par le VIH offert au programme sectoriel de lutte contre le sida, PSLS. Ce geste de générosité traduit la volonté de l'ambassade des États-Unis d'être aux côtés des personnes soignantes dans l'accomplissement de sa noble mission. Le représentant de l'ambassade des États-Unis, Aaron Smith, salue la coopération agissante entre le Tchad et les États-Unis et indique que la santé fait partie intégrante de la responsabilité d'une société. Pour le coordonnateur du PSLS, ce geste louable va répondre aux attentes du personnel de la santé. Ces documents tombent à point nommé du moment où notre guide de prise en charge a été révisé et adapté en mars 2019, conformément aux nouvelles recommandations de l'OMS, grâce à l'appui financier du ministère de la Santé publique à travers le Fonds mondial. Soyez-en rassurés que ces guides seront bien conservés et distribués à tous les prescripteurs des ARV des différents niveaux de la pyramide sanitaire du Tchad. Le représentant du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, Mahamat Tahir Adoum, remercie de tout cœur l'ambassade des États-Unis pour ses actions. Pour lui, ces documents combleront le vide. À Pramdiaras, la Fondation Grand Cœur se trouve à Fada. Ce matin, dans le chef-lieu de l'Enedi Ouest, elle a lancé officiellement la campagne ophtalmologique. Les détails avec Mahamat Suleiman. Après la ville d'Amdiaras, l'équipe de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur pose ses valises à Fada, chef-lieu de la province de l'Enedi Est. Objectif, lancer officiellement la caravane ophtalmologique. Aussitôt après le lancement de cette caravane, place aux consultations des patients. Tous ceux qui souffrent de cataractes seront opérés. Madame, le point focal de la Fondation Grand Cœur de la province de l'Enedi Ouest, par ailleurs première adjointe au maire de la ville de Fada, Fatouma Younous, a invité les uns et les autres
à soutenir la première dame Hinda Déby Itno dans tous ses actes de bienfaisance en faveur des couches vulnérables. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest s'est réjoui de cette initiative tout en exhortant les responsables militaires, civils et les chefs traditionnels à soutenir cette caravane. La mission de la Fondation Grand Cœur est réaliste et plus objectif pour sauver des vies humaines. Je demande à la population d'apporter sa contribution en laissant venir massivement les patients pour se faire soigner. Après la cérémonie, le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mougouni, accompagné de la délégation de la Fondation Grand Cœur, a visité les techniciens de l'équipe médicale de la Fondation Grand Cœur chargés de consultation des patients pour les encourager. À Sarre, dans le Moyen-Chari, les chefs traditionnels ont visité les sites historiques ainsi que le musée. Dieudonné Coutou nous en parle. Cette visite première du genre au musée provincial du Moyen-Chari, effectuée par le chef traditionnel de Sarre, Mamat Moussa Besso, de lui permettre de s'imprégner des réalités de ce musée qui a été créé le 6 octobre 1962. Selon le conservateur du musée provincial du Moyen-Chari, Saradumge Yamadjita Mahamat, ce musée a vu le jour en même temps que le musée national de N'Djamena. Mais pour des raisons techniques, le musée provincial du Moyen-Chari a ouvert ses portes le 30 juin 1968. Cette visite guidée par Mbang Dodi Omer, guide du dit musée, a montré à la délégation des anciens objets d'art de nos aïeux. On cite la monnaie de nos ancêtres Sao, les anciens costumes du conquérant Rabat, quelques instruments de musique traditionnelle. Très stupéfait et content de cette visite au musée provincial du Moyen-Chari, le chef de canton urbain de Sarre demande aux responsables des différents établissements de la ville de Sarre d'établir des programmes périodiques afin de permettre aux générations futures de connaître leur culture. Dans le pays Sarra, nous avons un patrimoine culturel riche et varié que nous devons conserver jalousement. Comme dit un adage populaire, un peuple sans culture ou un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Après le musée provincial du Moyen-Chari, le chef de canton urbain de Sarre, Mamat Moussa Besso, s'est rendu au monument du centre de gravité de l'Afrique situé à Doyoba. Là, le chef de canton urbain a souligné que cette visite au centre de l'Afrique a tout son sens. Il demande à tout un chacun de vulgariser cette richesse au-delà de nos frontières, car ce monument qui est l'épicentre de l'Afrique est une fierté pour tous les Tchadiens. Parlons à présent de la rentrée scolaire. Dans ce dossier que vous allez suivre, notre reporter Baïna Anthony nous parle de l'apport des maîtres communautaires dans le système éducatif tchadien. Suivez. Formés pour enseigner et transmettre le savoir aux élèves, les maîtres communautaires jouent un rôle important dans le système éducatif. Notre système éducatif, comme tout autre domaine, a grandement souffert de soubresauts qui ont agité la vie politique tchadienne à cause du manque de ressources humaines qualifiées. Les recours aux enseignants sans formation initiale, du moins, ou des enseignants sans qualification étaient monnaie courante. Vu l'apport de ces enseignants dans le système éducatif, le gouvernement et l'Agence pour la promotion des initiatives communautaires en éducation, APICET, ont signé un accord pour améliorer les conditions de ces enseignants. Cela se traduit par le versement des subsides. Dès lors, le Tchad devient le premier pays d'Afrique centrale à prendre en charge les maîtres communautaires qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État. L'État tchadien, à travers le gouvernement, qui avait jugé mieux de régler le problème des maîtres communautaires, comme tout le monde le sait, à travers le recensement qui s'était passé sur les 23 provinces, et qu'aujourd'hui nous avons les bases de données claires qui permet à tous les maîtres communautaires du Tchad de rentrer vraiment dans leurs droits. Les maîtres communautaires se disent satisfaits de leur traitement actuel et s'engagent à plus d'efforts. Après le recensement, l'État nous prend en compte, nous signons un contrat avec l'État directement, donc on nous appelle désormais des enseignants non fonctionnaires de l'État, mais nous ne sommes pas des enseignants communautaires. Et notre situation est en train d'améliorer. Pour le directeur général de l'APICET, toutes les conditions sont réunies pour le bon fonctionnement de la rentrée scolaire 2019-2020. L'école, c'est un projet social.
À titre d'information, il y a de cela une semaine, donc la P7, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a procédé, bien entendu, au paiement par le dispositif de téléphonie mobile à tous les maîtres communautaires. Je voudrais lancer un appel solennel aussi de la rentrée scolaire à l'endroit de tous les maîtres communautaires de reprendre les chemins de l'école, parce que déjà le 2 octobre, c'est la rentrée des classes, donc c'est l'ensemble du territoire. Le gouvernement et l'association des parents d'élèves reconnaissent les rôles majeurs joués par le maître communautaire dans le système éducatif de vie. En sport, sachez que le président de la Ligue de football de N'Djamena, Bakar Abdelkerim Adra, fait un point de presse ce matin au siège de la Ligue. Il annonce le report de l'Assemblée générale élective prévue le 29 septembre 2019 pour le 6 octobre 2019. Suivez. Il y a cela quelques jours, nous avons installé officiellement la commission électorale et la commission des recours, chargée de l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Contrairement aux années passées, nous avons également dit que les élections de cette année se feront par liste. Au moment où je vous parle, nous avons déjà enregistré quelques candidatures qui sont déjà transmises à la commission électorale. Au vu de tout ce qui précède, nous avons le plaisir d'informer le public que l'Assemblée générale, initialement prévue le 29 septembre 2019, aura lieu le 6 octobre 2019. Je vous garantis que l'élection sera le plus transparente et le meilleur en sortiront vainqueurs. Sur ce se referme cette tranche d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Tarfu, tarchina ta'ama chic. Daiman kan mashi suk da gan naga fi promotion